sur table. Une émission proposée par Hype FM. « 30 ans d'action au service de l'Arménie. C'est l'UMAF qui regroupe les médecins ou des médecins arméniens en France pour aider l'Arménie. Nous aurons aujourd'hui l'occasion de parler de la vocation de cette association, de ses missions, de ses projets en cours, mais aussi passés, pour se souvenir de l'action qui a été menée et à travers ces actions, de pouvoir parler de l'Arménie depuis son indépendance. La question que nous allons nous poser également, c'est comment une association diasporique peut accompagner le développement de l'Arménie, en l'occurrence en matière de santé, et comment une association telle que l'UMAF peut se développer pour améliorer ou renforcer cet accompagnement aux côtés de l'Arménie. J'ai le plaisir d'accueillir des visages et des noms qui vous sont connus à plein d'égards, parce que ce sont des gens engagés depuis très longtemps dans la vie associative et communautaire arménienne. Le docteur Michel Chahinian, vice-président de l'UMAF, bonjour. Bonjour. Le docteur Pierre Ohanian, trésorier de l'UMAF et chargé des missions lunettes pour l'Arménie, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Kibarian, ou Chabou pour beaucoup, donc un des principaux participants aux missions de soins dentaires dans l'orphelinat de Sœur Aroussiag. Merci d'être avec nous. Et le docteur Frédéric Manoukian, secrétaire et aussi webmaster de l'association. Et Frédéric Manoukian, vous l'entendez les dimanches dans une émission qui n'a rien à voir avec la médecine, mais les comédies musicales sur Hype FM. Merci d'être avec nous également pour parler d'abord de une question très personnelle. Quel est votre sentiment d'avoir contribué, fait ou pas assez fait ou à faire? Quel est votre sentiment quand vous êtes membre d'une association qui est d'une grande utilité et qui peut se rendre vraiment très utile pour les Arméniens d'Arménie, avec le savoir-faire français tout de même, et c'est pas la moindre des choses, pour améliorer l'état des choses en Arménie. Docteur Chahinian. Je poserai la question à vous quatre. Question difficile. Question difficile auquel on peut répondre. Nous, on s'est engagé, ça fait des années qu'on est engagé dans cette politique d'aide médicale à l'Arménie. Je veux dire, on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez, mais on pense que depuis, ce que je disais, depuis 30 ans, on a quand même, l'UMAF, notre association sur Paris, a quand même fait beaucoup pour aider l'Arménie, l'aide médicale à l'Arménie. Notre sentiment personnel, c'est que on voudrait que ce pays se relève complètement et qu'il y ait, dans les années qui viennent, une politique de santé dont la diaspora, je dis c'est difficile de voir ce qu'on peut faire, mais toujours aider le gouvernement arménien dans cette politique de santé, et peut-être, comme je l'avais déjà dit dans d'autres interviews, que notre association médicale n'ait plus besoin de faire de l'humanitaire, mais juste besoin de faire de la formation et de l'aide au gouvernement. Et alors, les projets, on va en parler. Voilà. Pour rester à un niveau très personnel, docteur Kibarian. Disons que je suis tombé dedans depuis déjà un bon petit moment. Je faisais partie du premier bureau de l'UMAF, celui qui a constitué avec Simonian, Dervichian et d'autres. On a été donc dans les tout premiers. Puis après, petit à petit, quand ça s'est développé, certains s'étaient beaucoup plus investis directement en chirurgie, entre autres, et en formation aussi, puisque les jeunes en Arménie ont appris très vite les nouvelles techniques. Je vois même au niveau dentaire qu'il y a certains praticiens qui n'ont rien à envier à ce qui peut se faire ici. Maintenant, évidemment, c'est le besoin de rendre service, mais ça, c'est une question personnelle. Quand je dis personnelle, c'est qu'on le ressent, on l'a en soi ou pas. Il y a des gens, ils ont les moyens, ils ont le temps de le faire, ils ne le font pas. D'autres
mettent toute leur énergie pour rendre service. C'est une façon universelle. C'est pour l'Arménie, bien entendu, mais c'est aussi, ça dépasse souvent ce cadre-là. Et puis, si on peut évidemment en faire bénéficier le pays de nos ancêtres, bien, tant mieux. Docteur Pierre Ohanian. Oui. Je suis médecin généraliste de formation et j'ai toujours exercé dans cette branche. Ma demande, mon plaisir, ma recherche était double. D'une part, et elle l'est toujours, d'une part, rentrer et faire partie d'une communauté médicale arménienne en France, et j'ai toujours grand plaisir à être l'un de ces membres de l'UMAF. Et puis ma deuxième motivation, c'était d'essayer de contribuer, d'apporter mon expérience personnelle de médecin français à la communauté arménienne d'Arménie, c'est-à-dire faire entrer ce que j'ai appris, moi, ici en France, en Occident, et puis l'échanger avec les médecins, et puis l'apporter également à la population d'Arménie. Voilà mes deux recherches. Et vous trouvez satisfaction à travers l'UMAF? Absolument. Je trouve une grande satisfaction à travers l'UMAF pour aboutir à ces deux projets, à ces deux directions que je m'étais fixé au départ. J'ai l'habitude de dire depuis plus de 15 ans, 20 ans quasiment que je fais partie de l'UMAF, qu'à chaque fois que je vais en Arménie, puisque j'y vais 1 à 2 ou même 3 fois par an, à chaque fois j'ai l'impression de venir dans un pays qui est le mien. Voilà, j'ai un frottement, j'ai des échanges avec la population qui sont identiques, sinon plus profondes encore que celles que je peux avoir ici avec mes compatriotes franco-arméniens ou mes amis français. Voilà. Frédéric Manoukian, donc vous aussi une question toute personnelle pour passer au sujet qui dépasse le cadre personnel. En fait, cet engagement a commencé. J'ai toujours été membre de l'UMAF depuis ses débuts, pratiquement sans en être très impliqué, disons, au niveau de ces engagements. D'autant que au tout début de l'UMAF, il n'y avait pas ces questions d'aide à l'Arménie, puisque l'UMAF a été créé en 1975 et c'était à l'époque l'Arménie soviétique. Il n'y avait pas de relation. Ceci dit, entre-temps, il y a eu quand même le tremblement de terre, il y a eu la chute du régime, mais nous sommes allés avec le docteur Michel Chaignan, ici présent, en mission à Vanadzor, c'était en 1992, et ça a été un choc pour moi parce que nous avons vu le pays qui était dans un état tel que, personnellement, je me suis dit, en rentrant, que ce pays était foutu. Et je suis rentré avec un moral par terre. Et quand je vois quand même que le pays a pu se relever malgré la guerre qui avec l'Azerbaïdjan, malgré le tremblement de terre, malgré tout ce qui s'était passé là-bas, je trouve que l'Arménie est quand même un miracle en soi. Maintenant, si nous pouvons contribuer un petit peu à enrichir ce miracle, eh bien, c'est notre rôle. Et à ce moment-là, depuis ce temps-là, on s'est toujours investi dans des missions, qu'elles soient médicales ou dentaires. Enfin, on va probablement en parler dans la suite de l'émission. Alors justement, la médecine, c'est un domaine où on fait pas juste un métier, c'est pas une profession, c'est une vocation pour se rendre utile à l'autre à travers la prévention d'un côté, mais aussi les traitements qu'on peut procurer à des gens malades. Et d'où la question de l'engagement de tout Arménien. Alors vous, médecins, c'est un peu normal que vous soyez engagés pour aider l'autre, mais ce sentiment d'investissement personnel dans un projet arménien, comment peut-on le vivre aussi? C'est une question en tant qu'association qui se pose. Que peut-on faire? Quelles leçons peut-on tirer de l'expérience diasporique, mais aussi la communication et les échanges qu'on a aujourd'hui avec l'Arménie? Que peut-on dire, surtout aux jeunes qui vous suivront, de faire peut-être encore mieux et plus? Docteur Chaignan. Que peut-on dire? On peut dire qu'il ne faut pas abandonner tout ce qu'on a commencé à faire et que les jeunes continuent de faire ce que nous, on a commencé depuis 30 ans. Mais je pense qu'actuellement, au niveau médical, c'est peut-être un peu plus difficile, mais moi j'ai des contacts avec des associations de jeunes
qui sont très très investis dans plein de choses. Ils font des colonies de vacances, ils s'occupent des jeunes. Et dans ces colos et tout ça, ils m'ont contacté donc cette semaine par exemple, en me demandant si on pouvait les aider à assurer une meilleure hygiène, par exemple au niveau dentaire pour les enfants, à les aider à les accompagner tous ces enfants. Nous, on est très axés au niveau de l'UMAF actuellement sur les préventions et sur les actions au niveau des enfants. On a travaillé beaucoup depuis 30 ans en Arménie avec beaucoup de choses, avec des équipements d'hôpitaux, etc. Et depuis quelques années, notre action est surtout axée sur les enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important quand mes confrères partent faire Zalgazo, le bus dentaire, etc. Quand on voit par exemple l'état sanitaire des enfants, l'état dentaire des enfants, on a une action très importante là-dessus. Et c'est pour ça qu'on veut que les jeunes, on envoie des jeunes dentistes travailler avec nous et des jeunes qui sont pas du tout médecins et travaillent actuellement, donc font chaque année des colonies, des jamborées. Et c'est vrai qu'ils nous ont demandé notre aide pour les aider à travailler sur ce genre de programme. On a fait des programmes avec l'UGAB, avec quelque chose qui s'appelait Arménie Terre de Vie, où on leur a donné des programmes, des dentifrices, des brosses à dents. On a un CD qui permet de faire une prévention dentaire qu'on va distribuer. Là, on a décidé de distribuer ça aux enfants, aux associations qui s'occupent des enfants en Arménie. Alors, on va entrer dans le détail de vos actions. Je vais le faire à l'inverse, c'est-à-dire je ne vais pas commencer par le passé, mais par le présent. Quels sont les projets phares de l'UMAF en Arménie ? Je sais qu'il y a 3 pôles essentiels, le dentaire, les lunettes et les formations, ou c'est plus d'actualité ? C'est toujours d'actualité. On a des actions qui durent depuis plusieurs années et qui perpétuent nos actions, donc les lunettes pour l'Arménie, le bus dentaire, et puis des actions donc à Zalgazo. On a un projet donc Spitak également. Spitak, oui, on a notre dispensaire médico-pédiatrique médico-dentaire pédiatrique de Spitak. On a plusieurs projets qui sont en cours maintenant depuis pratiquement entre 10 et 20 ans. On a des projets pour cette année, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais là, on peut peut-être... Alors, parlons des lunettes pour l'Arménie, c'est le titre du projet, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler autour de cette table dans le passé. Donc, Pierrot Agnan, vous êtes en charge de ce projet à l'UMAF. Détaillons-le et que fait l'UMAF ? Moi, j'ai toujours envie de dire que peuvent faire nos auditeurs pour aider aussi l'UMAF. D'ailleurs, il faut juste ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a un bal le 23 février prochain au Westin, comme tous les ans, il y a le bal de l'UMAF, et c'est ce bal-là qui peut aussi vous apporter un peu de fonds pour mener à bien vos actions. Donc ça, c'est déjà une manière d'aider l'UMAF, mais généralement, parlons de ce projet et voyons comment les Arméniens peuvent vous aider aussi à leur tour. Bien sûr. Alors, il faut malgré tout souligner que ce projet, cette initiative qui s'appelle Lunettes pour l'Arménie, a été initiée il y a 14 ans maintenant. Nous arriverons aujourd'hui, en 2019, à la 15e année. Elle a été initialisée en 2004 grâce au docteur Léon Artignan, généraliste également, Léon Artignan, qui fait partie de la communauté d'Alfortville d'ailleurs. C'est lui qui a initié, qui continue à constituer les équipes, à organiser. Nous sommes conjointement, lui et moi, nous sommes là pour perpétuer cette initiative qui a démarré il y a 15 ans maintenant. On peut dire que sur ces 14 années écoulées jusqu'à présent, de 2004 jusqu'à aujourd'hui, nous avons sillonné l'Arménie du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous avons commencé par Alaverdi, et puis pour vous donner quelques noms, nous sommes passés par Ashtarak, Stepanagert, même en Artsakh, Jamparak, Stepanavan, et ainsi de suite, Noyemperian, Vartinis, bref. Alors pour faire quoi ? Alors, voilà, donc nous avons sillonné l'Arménie. À chaque fois, nous essayons de nous centraliser sur un village plus important que les autres et de travailler sur les hameaux et les autres villages avoisinants, au total à peu près une vingtaine de villages, pour 2 choses. Premièrement, examiner les enfants.
les enfants âgés entre 6 mois et 16-17 ans. Examiner ces enfants, c'est-à-dire faire des examens de vue à ces enfants et, en cas de déficience visuelle, leur proposer une paire de lunettes que nous fabriquons nous-mêmes avec le matériel que nous transportons. Nous proposons, ça veut dire nous offrons gratuitement. Absolument. D'accord. Absolument. Verre et monture. Tout à fait. Alors pratiquement, ces enfants sont sélectionnés par des infirmières que nous formons dans un premier temps, que l'UMAF forme dans un premier temps, c'est-à-dire sur une année de 12 mois. Pour vous donner un exemple, nous nous déplaçons à 1 ou 2 personnes en avril sur la zone, sur le territoire que nous avons sélectionné, pour en général une semaine. Et sur cette semaine, nous regroupons les infirmières, en général c'est 25 à 30 infirmières, des infirmières qui travaillent dans les dispensaires, des infirmières qui travaillent dans les écoles, et nous leur apprenons à tester les enfants, tous les enfants. Quand je dis tous les enfants, sur ces 20 villages dont je parlais tout à l'heure, si l'on énumère tous ces enfants, on peut estimer qu'entre 2-3 ans et 16-17 ans, nous pouvons regrouper 3800 à 4000 enfants. Et statistiquement, sur 4000 enfants, voilà. Combien ont des problèmes de vue? Exactement. Alors, sur ces enfants, sur ces 3800 à 4000 enfants, ces infirmières, cette trentaine d'infirmières, va sortir 500 enfants à peu près qui ont des problèmes de vue, connus ou pas connus. Alors justement, avant que vous arriviez, quel test, quelle action de prévention ou quels examens ces enfants ont eu l'occasion de passer ou rien du tout? Avant que nous ne venions, les porteurs de lunettes avaient déjà fait un examen les porteurs visuel, de lunettes, c'est normal. mais les non-porteurs de lunettes n'avaient eu aucun examen sélectif pour s'assurer qu'il y avait ou pas des troubles de la vision. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de médecin dans certains villages? Parce que les parents ne sont pas conscients de ces déficiences de vue qui peuvent arriver? Parce que les enfants ne parlent pas? Les parents n'en sont souvent pas conscients, ou bien s'ils sont conscients, étant donné que nous nous orientons vers l'Arménie périphérique, l'Arménie rurale, les familles ont beaucoup de difficultés à prendre leur enfant en charge, à les transporter jusqu'à une ville importante, et ensuite à faire face aux différentes dépenses que va représenter la fabrication d'une paire de lunettes. Donc c'est la raison pour laquelle nous évitons bien entendu de travailler sur Yerevan et nous n'allons que sur les zones éloignées et déshéritées de l'Arménie, c'est-à-dire des endroits, des emplacements géographiques d'où la population a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Il va y avoir les difficultés financières du transport, parce que ce n'est pas une mince affaire de prendre un taxi ou un bus pour aller jusqu'à la capitale, jusqu'à Yerevan. Et deuxièmement, il y a l'examen médical, ophtalmologique, qui est onéreux également pour ces populations. Et enfin, troisièmement, il y a la fabrication par l'opticien de cette paire de lunettes, à laquelle ils vont avoir des difficultés à faire face, là aussi, je répète, financièrement. Alors, sur les 500 enfants, combien sortent par à qui vous offrez des lunettes? Peut-être d'autres n'ont pas besoin de lunettes, ils ont juste besoin de traitements plus graves ou moins graves, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les statistiques sur 500 enfants? Je dois dire qu'en général, le travail des infirmières est très bien fait et que sur ces 500 enfants, 400 à 500 enfants qui ont été sélectionnés, nous fabriquons en général 400 paires de lunettes. Donc, à chaque fois que nous nous déplaçons en Arménie, c'est pour fabriquer 400 paires de lunettes. Vous les fabriquez, vous? Voilà. Je peux vous donner le détail de... Vous fabriquez des lunettes, bien c'est sûr, ça? Voilà. D'accord. Bien sûr. Quand nous partons de France pour aller en Arménie, ce sont des opticiens, pardon, qui nous partons avec... Oui, oui. Enfin, quand je dis nous, c'est l'équipe. Ah, c'est la question que je voulais vous poser. C'est pas Pierre qui fabrique. Il y a toute une équipe, il faut en dire. Voilà. Alors, quand nous partons... Combien, justement? Alors, voilà, au départ, je parlais du début de l'année, du début de l'année 2019, où on organisait le travail sur place et on pratiquait la sélection de ces enfants que nous verrions plus tard. Ces enfants qui ont été sélectionnés, nous les voyons avec une équipe partant de France au mois d'août. Cette équipe est constituée de 8 à 10 personnes. Ah, donc en avril, c'est la détection. Exactement. Au mois d'août, avec c'est les le deux traitement. personnes dont je parlais tout à D'accord. l'heure. Et au mois d'août, c'est l'équipe entière qui se déplace. D'accord. Cette équipe est constituée d'ophtalmo,
c'est-à-dire de médecins qui vont examiner les yeux des enfants, d'opticiens, c'est-à-dire de techniciens qui vont fabriquer les lunettes, et puis de personnes accompagnatrices, parce que parmi les opticiens, parmi les ophtalmos, il n'y a pas toujours des médecins ou des techniciens arménophones. Donc nous les accompagnons, d'une part parce que nous connaissons le terrain, et deuxièmement pour permettre l'échange entre la population, qui ne va pas connaître le français, bien entendu. Et mais vous arrive d'avoir des enfants qui disent, tiens, je vais avoir des lunettes de ces gens-là qui viennent de France, chouette, je vais dire que j'ai mal, je vois pas très bien. Ça peut arriver. On les détecte en général, on arrive à les détecter quand même. Non. Et on leur donne aussi que des lunettes neuves et des montures neuves. Oui, parce qu'on nous a demandé plusieurs fois, est-ce qu'on peut vous donner les lunettes qu'on a en stock à la maison. On veut quand même donner une image importante de la diaspora, et on leur apporte des lunettes neuves et des très belles lunettes, et donc ils sont très contents d'avoir de très très belles lunettes. On leur donne pas du bas de gamme. Voilà. Alors maintenant, pour parler technique et matériel, après avoir obtenu entre le mois d'avril et le mois d'août toutes les autorisations nécessaires, nous envoyons par avion le matériel dont nous aurons besoin. Et ce matériel, c'est un matériel technique, c'est-à-dire qu'on a une meule, par exemple, pour tailler le verre, et puis on a tous les appareils qui nous permettent de contrôler la vision et de contrôler également les lentilles que l'on va utiliser pour fabriquer ces lunettes. Donc tout ce matériel arrive au mois de juillet. Au mois d'août, nous sommes sur place, cette équipe de 9 à 10 personnes dont je parlais tout à l'heure. Le processus qui va se dérouler pour un individu, par exemple, sur 48 heures, sur 2 jours, va constituer d'abord l'accueil, pour savoir ce qui se passe. Ensuite, dans un deuxième temps, l'ophtalmo, c'est-à-dire le médecin qui va faire l'examen de vue. Dans un troisième temps, l'utilisation d'appareils, on appelle ça un autoréfractomètre, c'est pour avoir une vision globale de la nature de l'œil. Et enfin, quatrièmement, une fois que le diagnostic a été établi et que l'on sait que des lunettes vont être nécessaires, nous passons à l'atelier. Cet atelier, nous l'avons constitué avec du matériel, comme je disais tout à l'heure, c'est 200 à 300 kilos de matériel qui étaient partis de France et qui sont arrivés un mois avant nous. Il faut savoir que non seulement il y a ce matériel parti de France, mais il faut savoir aussi que nous disposons là-bas de lentilles, de verres achetés par nos soins. Nous avons 10 000 paires de... 10 000, pardon, oui, c'est ça, 10 000 paires de verres sur place que nous utilisons et que nous réapparions à chaque fois. Docteur Frédéric Mannequin. Oui, je voulais rajouter une petite note personnelle parce que j'ai participé à cette dernière mission et c'était une première pour moi, étant donné que je ne suis ni ophtalmo ni opticien, mais je faisais partie avec Pierre de l'environnement, si je puis dire, qui nous permettait également de faire des échanges avec la population à la mesure où nous parlons relativement correctement l'arménien. Je dis relativement correctement. Mais je voulais ajouter 2 petites choses, c'est que ce sont des anecdotes en fait. La première, c'est que l'état de la population était quand même très très miséreux parce que j'ai vu un gamin qui devait avoir 14-15 ans, il venait d'être appareillé, je lui dis tu vas rentrer chez toi? Oui, je vais rentrer chez moi. Comment tu rentres chez toi? Je vais faire du stop. Pourquoi tu fais du stop? Prends un bus. Elle dit ah bah non, j'ai pas d'argent pour prendre le bus. Alors que le bus c'est pas. Alors que le bus est vraiment pas très très cher là-bas, mais rien que ça, c'était quand même un petit peu refroidissant quoi. Deuxième chose, c'est que j'ai vu, en revanche, ce qui m'a beaucoup réchauffé le cœur, une équipe de jeunes opticiens, qui étaient là, qui étaient toutes des jeunes filles et un jeune homme qui devait avoir entre 20 et 25 ans et qui se sont donnés à fond pour appareiller les gamins qui étaient très très motivés vraiment, alors que ils sont pas du tout arméniens, ils viennent tous d'une école de Lyon, et ça a vraiment réchauffé le cœur également de voir comment ils se sont impliqués, alors que finalement ils ont pas d'attache réelle avec l'Arménie. Nous, que nous fassions quelque chose pour l'Arménie, c'est normal, mais eux, après tout, pourquoi? Dernier petit détail, ce que Pierre n'a pas dit, c'est que on distribue également des loupes pour les personnes âgées. Et là, on a distribué 1500, je crois, pendant cette dernière campagne. Et c'est toujours plaisant de voir des personnes âgées. Alors, il y avait un monde fou qui attendait, ils se passent tous le mot, toutes les personnes âgées se passent le mot. Donc, on avait des queues interminables qui réclamaient des loupes. Les personnes passent un par un, elles choisissent des montures. Alors, vu souvent, elles savent même le degré de correction qu'il leur faut.
elles prennent le journal et quand on voit qu'elles arrivent à lire le journal et qu'on voit un grand sourire qui s'illumine sur leur visage, dit vraiment, rien que pour ça, ça vaut le coup de faire ces actions, vous voyez. Alors, il n'y a pas de campagne pour les personnes âgées, c'est que pour les enfants? C'est essentiellement pour les enfants. Pour une raison majeure, c'est que dans ce programme qui est destiné aux enfants, nous recherchons surtout les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans. Parce que c'est l'âge auquel l'enfant peut être atteint de ce qu'on appelle une amblyopie. Une amblyopie, c'est un trouble de la vision d'un œil, alors que l'autre voit d'un œil. Cet œil qui voit mal peut mal voir pour deux raisons. D'une part parce qu'il est mal orienté, et donc il ne va pas travailler. C'est l'enfant qui louche. Ou bien, deuxième possibilité, parce que cet œil est malade, mais qu'il est correctible. Si on ne corrige pas la vision binoculaire, c'est-à-dire la vision des deux yeux de cet enfant, il va y avoir un œil paresseux, un œil fainéant. Et au-delà de 6 ans, cet œil qui n'a pas travaillé, étant donné qu'il ne va pas avoir transmis d'image au niveau du cerveau, cet œil va être perdu. Si bien que si on ne corrige pas avec des lunettes ces enfants au-delà de 6 ans, ils ne regarderont le monde autour d'eux qu'avec un seul œil. Mais il y a combien d'enfants que vous rencontrez avec cette problématique? Les amblyopes les amblyopes découverts et les enfants qui sont déjà amblyopes et que l'on ne peut pas corriger. Il y a ces deux catégories, puisque je disais qu'au-delà de 6 ans, on ne pouvait plus les corriger. Qu'est-ce qu'on fait dans leur cas? Alors, statistiquement, les dernières statistiques que j'ai faites, par exemple, montrent que les enfants âgés entre 6 mois et 6 ans constituaient à peu près, sur la totalité des 500 enfants, 35 enfants. Quand même. Sur ces 35 enfants, je ne dis pas que tous étaient amblyopes, mais une bonne partie de ces enfants étaient amblyopes. Et si nous n'avions pas corrigé la vue de ces enfants avec une paire de lunettes, ou alors tout simplement avec un cache, pour que, vous avez sûrement déjà vu des enfants qui avaient des lunettes avec un cache sur un œil, c'est uniquement pour faire travailler cet œil qui est déviant. Si on ne les avait pas corrigés, au-delà de 6 ans, ces enfants auraient perdu leur œil. Alors, je me souviens, dans l'une de mes discussions avec le docteur Léon Artignan, oui, qui avait initié ou accompagné, dirigé ces missions en Arménie, il parlait des enfants... Et qui continue toujours à le faire. Il continue toujours à le faire. Et il parlait de ces enfants qui, en classe, étaient considérés comme probablement des abrutis parce qu'ils comprennent rien, etc. Et en réalité, ces gens-là, ils sont normaux, ces enfants, sauf qu'ils souffrent de problèmes de vue. Absolument. Donc ils n'arrivent pas à suivre les cours. Absolument. Est-ce que justement, suite à vos interventions, année après année, vous suivez un peu l'évolution de ces enfants, ou vous les délaissez, non, mais vous passez à autre chose? C'est juste pour savoir quelle est la répercussion dans une région donnée où Excellente question. C'est un questionnement également que nous faisons depuis 14 ans au fil des années. Qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier? Est-ce qu'il vaut mieux retourner dans une région que nous connaissons déjà pour avoir une vision de l'avenir de ces enfants et puis continuer à les corriger? Ou est-ce qu'il vaut mieux initier un nouveau travail dans une nouvelle région? Jusqu'à présent, nous avons choisi plutôt cette deuxième possibilité, c'est-à-dire de sillonner au maximum l'Arménie. D'une part pour les corriger, bien entendu, puisque nous sommes là pour ça, mais deuxièmement aussi pour que les familles se rendent compte de la situation et que par la suite, ils prennent eux-mêmes l'initiative de prendre en charge leurs enfants. Docteur Michel Chahignan, est-ce que ces projets-là se font aussi en coordination avec les autorités locales? D'abord, pour les autorisations, comment ça se passe? Parce que tout le monde ne peut pas prétendre être médecin d'ailleurs et venir, même avec la meilleure volonté du monde, faire des actions médicales. Alors, nous sommes en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Et à chaque fois avant de partir, justement, dans cette période, dans ce laps de temps entre le mois d'avril et le mois de juillet, ou le mois d'août, nous cherchons à obtenir, ce que nous obtenons bien entendu à chaque fois, l'autorisation du ministère de la Santé, qui est un sésame d'ailleurs, et avec ce sésame, nous passons partout. Voilà, ça c'est la première autorisation que nous cherchons, qui est indispensable. Le deuxième support que nous utilisons en
Arménie, c'est une association que vous connaissez bien entendu, c'est Chaîne Arménie. Chaîne Arménie qui assure toute notre logistique sur place. Quand je dis logistique, non seulement il assure nos transports, mais il a des correspondants en Arménie dans la plupart des régions, dans ces régions où des activités d'adduction d'eau ou des activités agricoles sont constituées. Donc ils ont un correspondant local et ce correspondant, bien entendu, comme il habite sur place, connaît les hôpitaux, les dispensaires, les infirmières, la population, et c'est lui qui nous sert d'antenne sur place pour nous guider à travers les différentes autorités administratives de la région dans laquelle nous travaillons. Est-ce que vous êtes penché sur la question du Djavark est-ce que vous avez l'idée d'aller là-bas? Parce que la population du Djavark, elle est souvent délaissée. Celle du Rarapar, tout le monde pense au Rarapar et c'est normal. Bon, on en a déjà parlé puisqu'on a fait une soirée de l'UMAF avec l'association France Javar. Mais c'est vrai que c'est dur pour nous de se disperser un petit peu partout. C'est financièrement, et puis non seulement financièrement, mais il faut des hommes. Et puis il faut des autorisations. Il faut les politiquement aussi. Et puis politiquement, il faut les autorisations pour les travailler. Déjà, vous demandiez à Pierre Oignan si on avait des autorisations pour faire ce qu'on fait au niveau des lunettes. Je vais rebondir sur un autre exemple qui est notre dispensaire médico-dentaire pédiatrique de Spitak. On a eu pendant pratiquement 6 mois une fermeture du dispensaire parce que on avait un problème de licence. Actuellement, en Arménie, depuis 2-3 ans, pour pouvoir exercer ce genre de dispensaire, nous avions besoin d'une licence avec il fallait des normes spéciales, il a fallu... C'est normal. Oui, on avait déjà beaucoup de normes. On était vraiment... Si les gens voient les photos, un jour on peut les montrer, les photos du dispensaire. Le dispensaire est magnifique, on l'a fait refaire complètement, mais il fallait une salle de stérilisation à part, il fallait un pharmacien qui vienne distribuer les médicaments, etc. Donc on a mis 6 mois pour avoir une licence qu'on a eue, mais c'est quelque chose maintenant avec les autorités, et c'est très bien. On est très content que ça soit comme ça. Que ça soit pas du tout n'importe quoi qu'on peut se faire. On a vraiment les autorisations officielles pour travailler dans ce genre de choses. La même chose au niveau du bus dentaire. Il faut des autorisations et c'est tout à fait normal. Au bout de 30 ans que la médecine, ce qu'on a fait comme médecine humanitaire il y a 30 ans en Arménie, on peut plus faire la même chose actuellement. Il faut vraiment des autorisations. Il faut pas faire n'importe quoi. Il y a des assurances. On parlait des lunettes pour l'Arménie, par exemple. Il y a une chose que je voulais dire. C'est très bien, la communauté arménienne est extra, mais pour les lunettes, par exemple, pour l'Arménie, notre ophtalmo, depuis quelques années, c'est une ophtalmo, une de mes amies qui est médecin retraité, qui s'appelle Dr Diraison, qui est française. Et c'est un plaisir pour elle. L'école d'optique lyonnaise, c'est une école française. Elle nous a contacté, moi quand j'étais président, l'école d'optique m'a contacté en me disant, voilà, nous on fait des projets à Madagascar, je sais pas où. On voudrait faire l'Arménie, est-ce que ça vous intéresse? Mais bien sûr, parce que malheureusement, on a quelques opticiens arméniens, on en avait un cette année, un retraité, mais on n'en a pas énormément qui veuillent s'investir. Oui, mais des médecins arméniens en France, il y en a beaucoup. Je veux dire, le nombre de personnes pratiquant la médecine d'origine arménienne en France. Mais on n'a pas autant d'opticiens, par exemple, qu'on peut le croire. Il y a plusieurs opticiens qui sont allés régulièrement, mais vous savez, quand on part en Arménie, Pierre est en face, tous ces gens qui, à Chabou en face, c'est des gens qui donnent des 15 jours, 3 semaines, 1 mois de leur vie, de leurs vacances. Oui, mais c'est aussi une partie de plaisir, je suppose, d'être en Arménie tout en travaillant. Non, si on peut appeler ça du plaisir. Non, c'est du, je vais vous dire, c'est du plaisir. Pour nous, c'est du plaisir. Pour nous, c'est du plaisir parce que quand on va au contact de la population arménienne, quand on va au contact des enfants, quand moi je vois rendre visite à Chabou, à Dalgazol, que je vois les gosses qui me sautent au cou, bon, voilà, ça c'est un grand plaisir. Mais c'est quand même les gens qui y vont, c'est quand même un investissement personnel depuis des années. Il faut se dire, quand on va au mois d'août faire la mission lunettes pour l'Arménie, les jeunes qui y vont, c'est sur leurs vacances. C'est des gens investis, c'est sur leurs vacances, 15 jours, on part, c'est parce qu'on aime ce pays, c'est parce qu'on aime cette population. Et vous disiez tout à l'heure, au niveau personnel, on en parlait avec Frédéric, moi la première fois que je suis allé en Arménie, c'était 92. Exactement pareil, on est allé à Vanadzol, j'ai travaillé dans un dispensaire, c'était très dur pour moi. Je savais pas que ça existait. Pour moi, c'était tout beau, tout rose, la France. Vous arrivez en Arménie, les usines ne tournaient pas, il y avait rien qui tournait. Vous arrivez, de ce coup, vous avez un choc. C'est votre patrie,
Vous dites, il faut qu'on travaille pour ce pays-là. Et c'est vrai qu'on travaille. C'est un investissement énorme qu'on fait chaque fois. C'est aussi un investissement, je dirais, financier. Parce que ceux qui sont toujours en activité, quand vous allez travailler 15 jours en Arménie, vous travaillez pas en France. Mais tout ça, c'est important parce qu'on aime ce pays, on aime ses enfants et on se donne à fond pour ce genre de choses. Alors, parlons de ce dispensaire que vous avez évoqué. Que fait ce dispensaire? Quel service rend-il? Combien de personnes en bénéficient? Ce dispensaire, moi je le connais bien parce qu'on était à l'origine de ce dispensaire quand j'étais dans un des bureaux de l'UMAF. Ce dispensaire, à Spitak, c'est quand même la ville, l'épicentre du tremblement de terre. Et on s'est rendu compte à Spitak, avec une autre association qui s'appelait Espoir pour l'Arménie, qui avait aucun soin pour les enfants. Donc on a monté ce dispensaire maintenant il y a pratiquement 20 ans. Et ce dispensaire fait, d'un côté, on a un médecin et 2 dentistes qui travaillent à plein temps, rémunérés par nos soins, avec des soins totalement gratuits pour les enfants. Ce dispensaire, on a une moyenne entre 3500 et 4000 enfants qui passent par année dans ce dispensaire. Donc, qui font, je vais dire, tout ce qui est des petites maladies des enfants, de la prévention. Il y a un cabinet dentaire qui... C'est gratuit? Tout est gratuit. Tout est gratuit. Il y a, je vous dis, il y a un médecin, on avait 2 médecins, mais une qui, malheureusement, pour des problèmes de santé, a dû s'arrêter. On a 2 dentistes, on a 2 assistantes dentaires. Plein temps? Plein temps. Oui. Les dentistes sont à mi-temps, chacune à mi-temps. On a une secrétaire, assistante dentaire. C'est l'UMAF qui rémunère tout ce personnel. Voilà, tout le personnel est rémunéré par l'UMAF. Et les médicaments d'ailleurs. Tous les médicaments, tout le matériel dentaire, c'est l'UMAF. Donc c'est du médicament envoyé de France ou non, acheté sur place. Acheté sur place. Acheté sur place. De toute façon, on fait tout maintenant sur place. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur les médicaments parce que c'est un sujet très sensible aussi en Arménie. Il a été question souvent qu'il y a des médicaments qui arrivent dont on ne sait pas où, ou alors périmés, ou alors fabriqués probablement en Arménie, mais pas forcément contrôlés. Alors ça ne veut pas dire que les médicaments en Arménie sont tous mauvais, il y a un vrai problème, mais il y a un problème, il y a eu un problème. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous contrôlez vos médicaments? Comment ça se passe? Nous avons un pharmacien de confiance. Nous savons que ce pharmacien de confiance s'alimente au niveau de sa matière première, au niveau de laboratoire de fabrication européen. Donc nous avons tout à fait confiance en lui. Oui, on a tout à fait confiance dans le pharmacien. Puis nous, on va vérifier. Il y a une période où maintenant, il y a un pharmacien, donc avec le problème de licence, il y a un pharmacien sur place qui règle ça. Mais jusqu'à présent, c'est le docteur Simonian, le docteur Dervichian qui allait sur place surveiller l'achat des médicaments. Et tout ce qu'on achetait, c'était des médicaments qu'on vérifiait, il n'y avait aucun problème. Vous savez, pour les enfants, il n'y a pas 150 choses de médicaments dont on a besoin. On a besoin d'antibiotiques. Les antibiotiques, il n'y avait pas de problème, d'antipyrétiques. Tout ça, ça posait pas de gros soucis. Je pense que les plus gros soucis au niveau médicaments, peut-être en Arménie, c'est plus sur des médicaments compliqués comme les anticancéreux, etc. Donc, on n'a pas trop, nous, ce contact à ce niveau-là. Et c'est des médicaments ce qu'on disait, c'est des médicaments qu'on achète moins cher. C'est moins cher de les acheter en Arménie que de les faire venir de France. Et surtout, on peut maintenant difficilement faire venir des médicaments de France. Pareil pour le matériel, ce dispensaire et tout le matériel médical et chirurgical qu'on a installé sur place, c'est du matériel qu'on achète sur place, qui nous coûte bonne qualité, très bonne qualité, qui coûte beaucoup moins cher que si on l'importait de France. Et on a le service après-vente. D'autant, oui. Et on a un service après-vente qui permet de faire tourner, parce que Quand vous dites service après-vente? C'est-à-dire que garanties. Si on prend un matériel dentaire, par exemple, qui est quand même un matériel relativement fragile, il vaut mieux avoir des techniciens qui sont sur place, qui connaissent le matériel pour le réparer. On a très longtemps, mais ça remonte à très longtemps, on a assez longtemps envoyé du matériel de récupération, faut être clair d'ici, pour l'envoyer là-bas. Non seulement ça coûtait très très cher, et en fait on avait le même matériel là-bas de bien meilleure qualité à des tarifs bien moindres que le coût du transport, par exemple. Avec la maintenance derrière, et puis ça faisait surtout travailler les gens du coin. Par rapport à ce dispensaire, si une grande partie des consultations aboutissent sur des
traitement, on va dire, léger. Qu'en est-il en cas où vous tombez sur un enfant très gravement malade? Quelle est la phase suivante? Est-ce que c'est l'affaire des parents? C'est l'affaire des parents, mais le médecin qui travaille sur place travaille aussi à l'hôpital de Spitac. Donc, quand il y a quelque chose de très plus important, il est dirigé sur... travaille aussi à l'hôpital, ce qu'on appelait l'hôpital norvégien à l'époque. Donc, elle peut le diriger, l'enfant, sur l'hôpital norvégien. Après, ça dépend plus trop. C'est une autre étape. C'est une autre étape. Alors, on a parlé des lunettes, on a parlé de ce dispensaire. Il y a un gros projet qui tous les ans suit son cours, c'est le dentaire. Alors, docteur Kivarian, Jean-Pierre Kivarian, qu'en est-il de ce projet? Je dis qu'en est-il, on en a déjà parlé autour de cette table, mais c'est l'occasion de... À l'heure actuelle, nous avions, disons, là ça va être la 4e année où je m'y rends, je pensais réduire un petit peu mon temps sur place, parce que c'est quand même assez lourd, je ne peux pas dire autrement. Et tu prends du plaisir. Il y a Frédéric qui est à côté de moi, qui sait ce que c'est. Et d'habitude, bien évidemment, quand on est en activité professionnelle, il est difficile de s'abstraire plus d'une semaine. Et quand j'ai une semaine, déjà, il y a le samedi, ou enfin le dimanche, je ne peux même plus le compter, donc ça veut dire que ça réduit considérablement la semaine de présence. Or, il y a des besoins qui sont très importants. Ça se situe à Zargazo, c'est-à-dire à peu près à 1 heure de voiture au nord de Yerevan. Je m'y suis rendu, j'avais déjà eu l'occasion d'y aller, mais c'était pas occupé, puisque ce centre est occupé, disons en gros, de la mi-juin jusqu'à mi-août, fin août. Cette année, ça va aller jusqu'à fin août. Bien, ça veut dire qu'il va y avoir un groupe d'enfants encore un petit peu plus important. Et évidemment, il faut trouver les volontaires. Les volontaires, en tout cas qu'ils soient arménophones, si possible, ou en tout cas qu'il y ait une présence de ce côté-là. Le centre, donc, il dispose à l'heure actuelle, ce camp de vacances reçoit en moyenne entre 200 et 230, 240 enfants par groupe. C'est le camp de vacances de la sœur Aroussia? De sœur Aroussia. C'est ça. Voilà. Qui est basée. C'est une religieuse. C'est une religieuse appartenant à la congrégation catholique. Qui s'est rendue à Spitac au moment du tremblement de terre à cette époque-là et a décidé de s'établir à cet endroit-là. Et peut-être fort d'une population peut-être un peu plus importante au point de vue démographique catholique, mais en tout cas, elles ont fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, je m'y suis rendu, c'était il y a 1 an ou 2, j'en avais les larmes aux yeux. Je veux dire, quand j'ai vu ce qu'elles ont réussi à faire, évidemment avec une aide financière qui venait d'un peu partout, il faut un bon carnet d'adresses, et puis il faut aussi d'avoir une intelligence comme elle a. Elle a un caractère assez trempé, c'est le moins qu'on puisse dire, et très vif. Ceci dit, quand j'ai vu la réalisation... Elle est toujours en action. Elle est toujours en activité. Alors ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est la mère supérieure de la congrégation, donc elle est souvent à Rome, et son temps se partage entre Rome, Beyrouth, Philadelphie. Donc elle continue à vouloir rester aussi en Arménie, mais c'était quand même pas facile. Et puis l'âge aidant, ça rend les choses quand même un peu délicates. Néanmoins, elle a toujours une présence, et d'ailleurs elle a des chaussures qui sont silencieuses, c'est-à-dire que d'un seul coup on se tourne, elle est derrière vous. Donc elle a, c'est pas l'œil de Moscou, loin de là, mais enfin elle est quand même, elle a fait preuve d'une efficacité, d'une intelligence exceptionnelle. Et c'est un grand bienfait. Alors, juste pour comprendre, le centre est à Zargazo, c'est pour les vacances. Ça, c'est pour le camp de vacances. Les orphelins. Oui, c'est ça. Et ce sont des orphelins qui viennent. C'est des orphelins. Que des orphelins. Des enfants abandonnés. Oui. Ou famille monoparentale, quand le papa est parti en Russie pour travailler, puis il a oublié de revenir, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, ou qui revient, mais épisodiquement, parce qu'il faut travailler. Donc ce sont des enfants qui sont en général démunis. Ça les empêche pas d'être très heureux, très joyeux quand ils viennent. Ils sont très très contents. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, hein, n'est-ce pas, Franck? Excuse-moi. Frédéric, j'ai changé de prénom. Non, ils sont très heureux, les enfants, visiblement, ça se voit. Mais ils sont chouchoutés, cajolés, pomponnés. Oui. Tout se passe bien.
Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quand même difficile psychologiquement. Physiquement, bon, ça pose pas particulièrement de problème, mais d'y rester une semaine, c'est bien. 2 semaines, la première fois c'était prévu, je suis allé rester 2 semaines, finalement c'était 3, puis finalement 4 semaines. Et puis l'année d'après, pareil, et puis l'année ensuite, au moins encore 4 semaines, et cette année j'avais dit je vais réduire d'1 semaine. Ça veut dire que je fais un groupe et demi. Quelle est la mission de l'UMAF au sein de ce camp? Alors, la mission de l'UMAF est la suivante. Il y a eu un accord qui avait été signé avec Sœur Alousiag, à savoir que il y avait le docteur Mosditchian qui avait eu contact avec Sœur Alousiag, qui avait dit il s'était lancé là-dedans, mais un peu avec innocence, sans savoir où ça pouvait nous mener, parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus important qu'on pouvait l'imaginer au départ. Donc, en ayant peut-être, je dis naïveté, entendons-nous, c'est pas, on ne réalise pas toujours tout ce que ça va impliquer, parce que la présence d'un praticien, puisqu'il y avait un seul cabinet qui était il faut dire, très moyen, qui n'était pas très brillant, hein. Bon, c'était des tables avec des instruments dessus, il y avait un stérilisateur, mais enfin bon, on pouvait pas faire beaucoup de choses. Or, les besoins sont très importants, c'est-à-dire que en l'espace, si vous voulez, de ces congés qui vont de mi-juin à mi-août, et puis après c'est un petit peu les anciens qui viennent, enfin les personnes âgées, il y a en gros en moyenne 220-230 enfants par groupe tous les 15 jours. Donc, en l'occurrence, on est fait 2, c'est-à-dire que j'ai fait le groupe 2 et le groupe 3, mais pour dire qu'en définitive, pendant un été, on voit à peu près, on consulte au point de vue dentaire, environ 900 enfants. Alors, évidemment, pour pouvoir dispenser des soins à tous ces enfants, c'est très difficile, parce que les besoins sont considérables. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un retard pondéral, un retard de stature. Les enfants, souvent, quand on les voit, ceux qui ont 8, 9 ou 10 ans, on voit bien qu'ils n'ont pas l'alimentation qui est suffisante. Et puis, alors, question, est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vu un dentiste de leur vie? Ça arrive. Et puis, s'ils en ont vu un, c'était pour une extraction. Je parle de dents définitives. D'accord. Et on voit assez souvent des enfants qui manquent. Il n'y a pas eu de prévention. Il n'y a pas eu la prévention, soit par absence de praticiens, parce qu'ils viennent d'un peu partout, ce qui nous permet d'avoir un échantillonnage et des besoins globaux. Ils viennent pas tous du même endroit. Et là, on s'aperçoit que, évidemment, ils ont une alimentation des fois sucrée de très mauvaise qualité. Alors moi, je leur interdis ni coca, ni soda, de ceci, de cela. C'est interdit. Bon, bien sûr, ils en font ce qu'ils veulent. Mais il est important d'avoir une prévention. Or, cette prévention, on l'a faite. Le docteur Aboulian avait apporté une traduction de films, justement, qui sont très bien faits, avec une animation pour leur dire mais il faut passer les groupes, et on peut pas aller faire de l'information auprès de petits groupes et puis travailler dans le cabinet. Donc c'est assez difficile. On avait pris contact, en tout cas le docteur Aboulian avait pris contact avec un responsable au niveau ministériel pour faire une prévention au niveau national, c'est-à-dire pas dans un petit groupe, mais au niveau à la télévision. Ce sont des choses, des spots publicitaires. Ce serait très facile. C'est pas quelque chose de très compliqué. Malheureusement, il faut aussi la volonté et non pas simplement la recherche des honneurs comme certains ont. Donc, il est tout à fait possible de faire ce genre de choses. Sur place, on est à peu près, en moyenne, maintenant, on a 2 cabinets qu'on a équipés, qui sont bien supérieurs à ce que c'était, ça n'a plus rien à voir. On a équipé le matériel, l'UMAF a quand même acheté. C'est très correct maintenant, oui. C'est très correct, c'est du matériel, ce sont des fauteuils chinois, on achète tout sur place maintenant, on peut les trouver à prix bien inférieur à ce qu'on trouve sur le marché européen, et on arrive à arriver à faire des soins qui sont suffisamment convenables. L'ennui, c'est que on a très peu de temps. C'est-à-dire que quand on arrive, on a besoin, on commence à vérifier, à regarder les enfants, et on regarde d'abord on commence par les grands, puisqu'il y a, je sais plus, c'est 5-6 groupes. Et ces groupes-là, on prend les grands parce que ceux qui ont le plus besoin, c'est au niveau de la denture définitive, et les besoins là sont énormes. D'ailleurs, des fois, c'est déprimant. On se dit, mais comment on va faire en si peu de temps? Or, si on travaille avec 2 cabinets,
On peut en faire plus, mais il faut les trouver, les volontaires. Et ils sont pas légion. L'année dernière, il y a 2 ans, on a réussi d'abord, il y a une de nos petites, quand je dis petite consoeur, Anaïd Vartanian, qui a fait ses études en Arménie, qui n'a rien envié aux confrères qui sont ici quant à ses compétences et ses qualités. Et elle est chirurgien maxillofacial. Elle a réussi à faire venir un autre confrère, Adam Avidissian. Est-ce qu'il viendra encore cette année? Je ne sais pas, je le souhaite, parce que ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des volontaires qui viennent. Bon, ils ont leur activité professionnelle, donc ils peuvent pas venir très longtemps, mais au moins qu'ils puissent venir. Bon, moi, c'est peut-être, je ne vais pas dire que je suis un cas à part, mais je suis tombé là-dedans. Maintenant, il faut retrousser les manches, et les enfants ont besoin d'affection. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on leur achète des petits jouets, ou des petites choses, des petites bagues, et il faut capter leur confiance, parce que si on leur fait mal, ils ne reviennent pas, hein. Or, il est indispensable de ne pas les faire souffrir. Dans certains pays, on a peur du dentiste. Absolument. Alors qu'en France, les enfants ont l'habitude de leur tout jeune âge d'aller souriant chez le dentiste. C'est vrai. Et chez nous, c'est le cas. Mais je parle pour chez nous. L'état bucco-dentaire en France n'a rien à voir avec l'état bucco-dentaire dans l'Arménie. On voit maintenant des gamins, on les voit, on fait un contrôle et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Ils ont à la rigueur un quart de poil de tartre, mais ça s'arrête là. Mais on leur fait des radios systématiques et il n'y a aucune carie. Alors qu'en Arménie, c'est loin d'être le cas. Alors justement, la question de la prévention, elle est très importante. On parle de ce camp de Targatsol où vous avez votre activité tous les étés, mais quel est l'état d'une manière générale en Arménie? Est-ce que vous pensez que dans les écoles, parce que l'école est très importante à cet égard aussi, au niveau de la prise de conscience des parents, parce qu'on ne va pas parler que des parents qui ont les moyens, qui sont conscients de l'importance de la prévention. Il y a tous ces gens, je dirais pas que en dehors de Yerevan, les gens ne sont pas conscients, je veux pas dire ça, mais en tout cas, il y a une différence qui est visible. Comment faire pour arriver à dire à ces parents que, avec un minimum d'efforts, d'abord, on fait de la prévention, on élimine les problèmes de demain, et puis pour les enfants, c'est très important d'avoir une qualité dentaire. Absolument. Que faire à cet égard, la politique de prévention? En tout cas, il est difficile au niveau de l'UMAF, par exemple, de pouvoir intervenir plus qu'on ne l'a fait dans la prévention par les avertissements qu'on leur fait, qu'on leur donne. Et il faut, en fait, ça va se travailler sur plusieurs années, et ça, je pense que ça nous dépasse. Parce qu'il faut que ce soit au niveau, comme je disais tout à l'heure, au niveau national. Gouvernemental, oui. Il y a, et des mentalités. Le problème, il y a un problème, c'est que, je veux dire, il y a 2 Arménies. Il y a l'Arménie d'Yerevan et des capitales, où quand vous regardez la télévision, vous voyez des spots publicitaires pour des centres dentaires magnifiques, où on fait de l'implantologie, où on fait des choses, des sourires de stars. Oui. Et quand vous allez à la campagne, vous voyez qu'il n'y a rien. Et notre travail là-dessus, notre travail de prévention, c'est toujours sur les campagnes. C'est pour ça qu'on a aussi le bus dentaire qui tourne, parce que le travail est là, et dans la campagne, ça coûte cher d'aller chez le dentiste. Quand on est à la campagne, on parlait toujours comme pour les lunettes pour l'Arménie, il faut se déplacer pour aller chez le dentiste, ça coûte cher, les soins sont chers. S'il y en a. On a quand même une évolution. Moi, j'ai vu l'évolution en 30 ans chez les enfants avec l'alimentation. Ces systèmes américains, ils sont arrivés avec des hamburgers, des Coca-Cola, des choses qu'ils n'avaient pas avant. Donc ça a quand même un problème à ce niveau-là, au niveau prévention, au niveau alimentaire, qui entraîne le brossage. Oui, en même temps, quand on pense à l'état dentaire des personnes adultes, on va dire, depuis l'époque soviétique et puis le début des années 90, voire 2000, plein de gens qui n'ont pas de dents, on peut pas dire que l'alimentation, il y a plusieurs années, était plus en adéquation avec... Le problème des personnes âgées qui n'ont plus de dents, c'est que dès qu'ils avaient une carie, elles n'étaient pas soignées, les caries. On arrachait la dent. On enlève on enlevait. Nous, on a vu, on parlait avec Frédéric, la première année où on était à Vanazol, on a vu le cabinet dentaire, on voyait les soins dentaires. Quand on allait regarder ce que faisaient les dentistes, ils soignaient pas, ils arrachaient.
dès qu'il y avait le moins de petits trucs. Avec anesthésie quand ils payaient. Voilà, et voilà. Moi, j'ai vu faire la Vanazole en particulier on à arrachait. cette époque-là, sans anesthésie. La solution de facilité. Non, voilà. Oui, oui. Mais Bon. tout ça évolue. C'est pour ça que on est là. Et c'est vrai que la prévention, c'est quelque chose d'important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On essaye de faire de la prévention. On essaie de faire de la prévention, pas seulement à notre niveau, mais on est avec d'autres associations pour essayer d'aller au contact de tous ces gens, donc au Khadabar, on en reparlera, on peut en reparler du Khadabar, et dans les campagnes, et quand le bus va dans chaque village autour de Vanazole faire des soins dentaires, notre dentiste fait aussi de la prévention. Voilà. Alors justement, la question peut-être assez centrale par rapport à l'activité de l'UMAF et par rapport aux besoins de l'Arménie et l'évolution qu'elle doit marquer encore dans plusieurs domaines, dont la santé, c'est d'apporter de l'expérience occidentale et française, parce que la médecine en France, elle est quand même d'un niveau extraordinaire. Cette expérience, aussi bien la prévention, hein, je ne parle pas que de la médecine pour le traitement des malades, l'amener en Arménie. À cet égard, est-ce que l'UMAF a des projets ou a eu des projets d'échange, de formation et aussi d'ouvrir l'Arménie sur ce monde occidental? On a fait déjà de grandes choses. Hein. Je vais vous dire, l'UMAF, c'était quand même la première association qui a fait venir des gens pour leur apprendre à faire de la chirurgie urologique. Il y a maintenant même au temps du régime soviétique. Et depuis, c'est pour ça que j'avais quelques petites statistiques. Et depuis le tremblement de terre, on a quand même formé et envoyé du matériel pour faire les premières cédiochirurgies. On a fait venir des gens de l'Institut Michaélian qui sont venus apprendre pendant des années à Paris à faire de la cédiochirurgie. Il y a un chirurgien qui est venu pendant 2 ans, même pour apprendre à faire des greffes de foie, ce qui est beaucoup plus compliqué maintenant à faire en Arménie. Mais par exemple, on a quand même formé de nombreux otorinos. Le professeur Eria Garabédian a fait venir dans son service plusieurs otorinos d'Arménie, ce qui fait que, par exemple, à Yelebouni, il y a un service d'ORL qui est un service de pointe. Ce sont des gens qui ont été formés ici. Il y a des chirurgiens français qui sont allés régulièrement en Arménie apprendre aux chirurgiens arméniens à faire de la cédiochirurgie. Et le docteur Dervichian qui s'occupe de ça m'a donné une petite liste. On a envoyé une somme de matériel de cédiochirurgie, qui est quand même une chirurgie qu'on peut faire en ambulatoire, qui ne faisait pas du tout en Arménie avant. Donc tout ça, ça a été une formation qui a été faite pendant de nombreuses années. Et ce qu'on vous disait tout à l'heure, il est actuellement beaucoup plus difficile de faire venir des gens d'Arménie en France pour faire des stages, parce qu'il y a des problèmes d'assurance, c'est très compliqué, il y a des problèmes de langue aussi. Il faut que ce soit... Malheureusement, la population arménienne est très peu francophone, à part à l'UFAR, et donc on a un gros problème pour faire venir des gens en France et travailler pendant 1 an. Il faut avoir un français parfait. Ou correct. Correct. Ce qui n'est pas le cas. Là, en l'occurrence, la Naïd Vartanian, il est prévu qu'on la fasse venir 1 semaine, voire plus, auprès d'un spécialiste en maxillofacial. Et là, on lui fait donner des cours de français à l'heure actuelle, voilà, qui sont offerts par l'UMAF. Voilà, tout ça, c'est important. Il faut qu'ils sachent parler français, parce que pour travailler pendant 1 an dans un service, c'est compliqué. Et comme nous, on a été en relation avec l'assistance publique, et pour faire venir des gens, ils ont une somme d'exigences qui est maintenant énorme. Alors qu'avant, on avait des partenariats, par exemple avec l'hôpital Beaujon, on pouvait faire venir des gens sans aucun problème, ce qu'on ne peut plus faire actuellement. Par contre, on parlait de projets futurs, on a un projet qui est en cours depuis pas très longtemps, parce que ça fait 1 semaine qu'on en parle de ce projet. On a un projet de formation et de suivi au Khadabar, à Stepanakert, qui est un projet dentaire qu'on est en train de mettre sur pied. Bon, ça va peut-être durer pendant... pour mettre tout ça sur pied, ça va peut-être durer pendant 6 mois, 1 an. On est en train de prendre des rendez-vous. On veut monter avec une association de dentistes arméniens de Stepanakert. On veut monter un centre de formation où on enverrait des spécialistes français donner des cours, former les gens à Stepanakert. C'est quelque chose qui est un gros projet qu'on est en train de monter avec, on a vu la semaine dernière, Bedros Terzian du Fonds arménien. C'est un projet qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'on va essayer de faire avec plusieurs personnes. Et comme je vous disais, la médecine humanitaire qu'on a fait pendant des années, maintenant on a envie de faire autre chose peut-être que de la médecine humanitaire, c'est de donner notre expérience de médecin français
pas seulement les nôtres, hein, on voyait aussi des patrons français en Arménie pour leur apprendre à faire certaines choses, pour leur apprendre à faire une médecine moderne. Alors, parlons, docteur Frédéric Manoukian, de un peu l'état sanitaire en Arménie. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, quelles sont les maladies les plus graves, par lesquelles sont le plus atteints les Arméniens d'Arménie, qui nécessitent une attention plus particulière en termes de soins? Mais en fait, c'est une question qui relèverait plus des médecins que des chirurgiens dentistes. Enfin, nous avons pu étudier nous avons reçu tout un livret qui était des statistiques qui s'appelle Health and Healthcare, le Statistical Yearbook, qu'on a pu consulter, qui est très très précis sur tout ce qui se passe au point de vue de la médecine, de la chirurgie dentaire en Arménie. Et en fait, quand on peut en tirer quand même quelques enseignements, alors c'est quelque chose qui est très pointu, c'est presque ville par ville, région par région. Enfin bon, évidemment, on va passer les détails, mais enfin, on a pu en tirer que les causes principales, c'est un petit peu comme en France. C'est-à-dire les causes principales du décès sont les problèmes circulatoires, les problèmes ischémiques du cœur, infarctus et autres, et évidemment les cancers. Hein. Mais en tête, ce sont vraiment les problèmes circulatoires qui sont les causes principales des décès en Arménie. Viennent par la suite des maladies respiratoires et des maladies digestives. D'ailleurs, je vais t'arrêter 2 petites secondes. On parle de prévention. Il y a quand même une des grandes causes en Arménie des décès et des maladies, c'est le tabagisme, qui est un tabagisme énorme. Je pense qu'il y a plus alcoolisme. Oui, plus alcoolisme. Il y a un tabagisme énorme. Le prix des cigarettes, on achète des cigarettes pour pratiquement rien. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore interdit le tabagisme dans les lieux publics. Et vraiment, on voit les gens fumer très jeunes. Et ça pose un gros problème de santé. Je crois qu'une des premières choses à s'attaquer au niveau du nouveau gouvernement, c'est peut-être la lutte contre le tabagisme. Et le gras aussi. Oui, mais la nourriture arménienne est saine. Oui. La nourriture arménienne est saine. La vraie nourriture arménienne est saine. On mange des légumes, on mange des choses. La vraie nourriture arménienne est saine. On va pas prendre un exemple. Moi, je vais en Arménie régulièrement. Je prends jamais 1 gramme quand je vais en Arménie. Mais parce que la nourriture est saine. Mais ce qui est dangereux, il y a 2 choses dangereuses au niveau de la santé en Arménie et qui entraînent des problèmes cardio-respiratoires. C'est le tabagisme, qui est énorme, et l'alcoolisme, qui diminue quand même parce que en évoluant, les Arméniens, ils boivent moins de vodka, moins de cognac, ils boivent un petit peu de vin. C'est Malkouch, voilà. Ouais. Le tout théorie soigne tout. Alors, prenons l'exemple du cancer, par exemple. Est-ce qu'on peut estimer que il y a plus en termes de... Il y a eu des statistiques il y a 2-3 ans et on estimait que le pays qui est le plus atteint proportionnellement au nombre de la population, c'était l'Arménie. Est-ce que c'est une fausse information? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le cancer est vraiment... j'ai pas de statistiques. Je vois un petit peu les retours avec mes amis sur place et je m'occupe avec d'autres associations. Il y a quand même énormément de cancers bronchiques. Donc je disais, le tabac, ça joue beaucoup. Il y a quand même, le tabac s'entraîne dans plusieurs types de cancers, mais les cancers bronchiques, les cancers ORL, les cancers au niveau urologique aussi. Et ça entraîne aussi des problèmes cardiovasculaires. Il est vrai que ça a beaucoup évolué, par exemple, sur le plan cardiovasculaire. Sur le plan cardiovasculaire, mon ami Matikian, qui est mon ami Matikian de Marseille, qui a monté le centre à Goris, peut mieux en parler. Mais il y a quand même maintenant, on arrive à soigner beaucoup mieux tout ce qui est cardiovasculaire. Il y a quelques années, personne mettait des stents. Maintenant, on met des stents assez facilement en Arménie. Donc, tout ça évolue énormément. Avec des expériences, comme je dis, avec des expériences de médecins français qui ont monté des centres à Goris. Et c'est vrai qu'il y a je sais pas si proportionnellement il y a plus de cancers, mais c'est vrai que l'espérance de vie, il peut
Frédéric a les stats sur l'espérance de vie. 72 ans pour les Voilà. hommes et 78 pour les femmes. C'est quand même une grande différence avec la France, où il y a 10 ans de différence, pratiquement. Mais il y a eu, je crois, si je me trompe pas, une amélioration depuis 20 ans, Oui. de 2 ou 3 années. Nettement, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais il y a quand même une différence de 10 ans par rapport à nous. Quand j'ai regardé ces statistiques, il y a quand même une case qui m'a paru bizarre, qui m'a un peu interpellé. C'est qu'il y avait près de 800 hommes qui sont décédés alors à la suite de blessures, d'empoisonnement et autres causes externes. Alors je ne sais pas trop ce que ça signifie. Il y a peut-être des accidents de voiture. Accident de voiture peut-être, mais je ne pense pas qu'il y ait que ça. Enfin, C'est l'accident de voiture. Empoisonnement. Ils ont des belles-mères qui les aident. Les conserves Alors, alimentaires. tout à l'heure, on a parlé des argatsols, de dentaire, mais il y a le bus dentaire dont on n'a pas parlé, et je voudrais pas qu'on termine l'émission sans l'avoir évoqué. Docteur Kibarian, en quelques mots. Avant d'aborder l'histoire du bus dentaire, qui est quand même extrêmement importante, parce que c'est quand même un budget important pour l'UMAF, je voulais juste dire que l'année passée, juste à titre d'exemple, pour notre activité au sein de l'UMAF, rien qu'au mois de juillet, on a traité 500 dents. C'est quand même assez, c'est-à-dire c'est une cadence importante et au niveau, avec donc 2 fauteuils et à peu près qui travaillaient en même temps. Donc c'est tout de même fort important avec le matériel consommable, comme on dit, qui a été payé par l'UMAF. Et puis une radio, on n'en a pas parlé parce qu'on a eu beaucoup de choses à aborder comme sujet. Par contre, on a une radio numérisée. Et il n'y en avait pas. Il y avait une antiquité qui ne servait à rien d'ailleurs, qui servait pour la décoration. C'est à peu près tout, qui était fort dangereuse pour ce que c'était. Donc c'est un instrument de travail supplémentaire qui nous facilite la vie. C'est important parce qu'on peut en faire plus. Donc il faut avoir un matériel qui soit relativement performant pour en faire plus. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste, donc notre but c'est de sauver le maximum de dents, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vous donne un chiffre, et puis on clôturera sur Zargassos, si vous voulez bien. Ce centre de vacances revient, mais pas à nous, je parle, il est d'un coût de 82 000 en 2018, je parle de 2018, il est de 75 000 Telam. Les dépenses, les revenus étaient de ce montant-là, ça couvre à peu près les dépenses Telam, c'est-à-dire il faut multiplier par 2, c'est-à-dire environ 150 000 euros pour faire tourner. C'est plus que 75 millions. Non, millions. 75 millions de dollars. Non, bon, écoute, écoute, excuse-moi, ça fait l'équivalent de 150 000 Ça me rappelle voilà. Oui, mais non, excuse-moi, bon, je me suis mélangé les crayons, comme on dit. Alors, pour revenir au bus dentaire. Alors, ce bus dentaire, il existe déjà depuis plusieurs années. Je n'ai malheureusement pas le nom de celui qui a eu l'idée, qui a travaillé dessus sur la conception du bus. Je crois que Viggen. Il y a Viggen der Sarkisian. Viggen et Georges. On a parlé à l'époque. Viggen, oui, mais bon, c'est en mémoire, je voulais vous le citer, parce que quand même, il n'est plus, malheureusement. Et ce bus dentaire, évidemment, le Aram, le Narek, pardon, c'est le nouveau, qui travaille, il est payé, il est rémunéré par notre association, il a fallu l'augmenter un petit peu. Alors, que fait ce bus? C'est un bus itinérant. Il était itinérant, mais maintenant le projet, c'est, parce qu'il peut pas faire toute l'Arménie, c'est pas possible, il en faudrait au moins un deuxième, voire un troisième, donc il va revenir dans les régions où il était, comme donc ça. Donc il y a un fauteuil Alors, il y a un fauteuil, fort bien équipé, d'ailleurs il a été reconditionné, tout comme on dit, parce qu'il y a eu des intempéries qui ont affecté gravement le plancher. Donc tout ça a été réglé, cette question-là. Il est resté un petit peu en stand-by parce que il fallait faire ses travaux, et maintenant il est reparti. Il est où, par exemple, maintenant, ce bus dentaire? Fred va peut-être nous le dire. Je vais vous le dire dans 10 secondes. Il tourne dans des villages. Il se déplace. Autour de Vanazol, il se déplace, il reste un mois. Voilà, alors, il se met souvent à côté de la mairie ou de l'école. Et donc les enfants viennent, sont consultés, et avec l'accord des parents, bien entendu. Bien sûr. Et tous les soins à faire sont réalisés. Docteur Manoukian, il est où? Il est à Kultan. Il était à Kultan jusqu'au mois de janvier, et là il va se déplacer dans une autre région.
Mais il est resté toute une année à Kultan et pendant ce laps de temps-là, bon, le Narek a vu 240 enfants et il en a soigné 130. Alors, donc il y a un bus dentaire dans une région particulière autour de Vanasol. Voilà. Pourquoi ne pas faire un peu partout l'Arménie? Parce qu'il faut aussi il faut un appui local. Or, il faut trouver quelqu'un qui puisse être le responsable aussi. Le dentiste Narek et son assistante habitent à Vanasol, Voilà, donc le bus est déposé à un endroit. Et ils rentrent chez eux tous les soirs. On n'a pas quelqu'un qui dort dans le bus et qui puisse. C'est des gens qui ont des enfants. Famille, et il faut parce on y avait pensé. Même on nous a demandé. Même le gouvernement arménien, il y a 2 ans avant les élections, on voulait à tout prix récupérer mon bus dentaire. Je dis mon bus parce que c'est notre bus dentaire pour faire un peu de publicité. Et on lui a expliqué que notre dentiste ne pouvait pas se déplacer, aller au Khanabach, etc. Il fallait vraiment, c'était un peu compliqué. Et donc, on a notre bus qui tourne autour de Vanasol, qui fait les villages qui sont, alors vraiment des villages oubliés, hein. Moi, j'ai été faire là, avec Frédéric, on a fait la visite des villages. On a eu des fois du mal à trouver le village, hein. Ouais. Alors, quand, docteur Manoukian, vous voyez le niveau de la médecine dentaire en Arménie, et puis moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent de peu partout des États-Unis, de France pour faire des implants, parce qu'ici ça coûte trop cher, là-bas ça coûte un peu moins, et que en un mois on passe des bons moments et puis on a tout ça à quelques milliers d'euros. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, en tant que spécialiste, est quelque chose de conseillé ou pas conseillé? Sujet délicat, épineux. Alors, en règle générale, mais c'est pas propre à l'Arménie, c'est-à-dire qu'en France, il y en a qui partent en Croatie, en Roumanie. Voilà, c'est ça, en Roumanie, en Tunisie, en Hongrie, ça se fait beaucoup, la Hongrie. À Istanbul, beaucoup. Istanbul, oui, bon. En général, nous, chirurgiens dentistes, nous sommes totalement opposés au tourisme dentaire, parce que vous n'avez aucun suivi, vous n'avez aucune garantie de tous les travaux qui peuvent être effectués. C'est probablement bien fait, hein, je ne nie pas la qualité des soins, mais si vous avez le moindre problème, à ce moment-là, qui est responsable? Vous prenez un implant qui a été posé, je ne sais où, peu importe. Vous récupérez un patient qui a une couronne qui s'est décollée sur l'implant, ou bon, peu importe. Et si on recolle cette couronne, s'il y a un problème là, qui est-ce qui est responsable? Celui qui a fait le travail en amont, ou c'est vous qui avez mal recollé le travail? Alors, ces gens qui vont faire du tourisme dentaire en Arménie, ils prennent un risque, c'est aussi bien valable pour d'autres pays, comme je l'ai dit. Je répète encore, le travail à Yerevan est probablement très bien fait, il est de qualité, je connais pas toutes les provenances des implants qu'il pose, mais ça aussi c'est important, c'est un facteur qui interfère. Dans les implants, vous avez des très bons implants, vous avez des mauvais implants, comme un peu partout, mais vous n'avez aucun suivi. Il y a eu un article qui a été fait, pour pas le nommer, dans les Nouvelles d'Arménie, qui parlait du tourisme dentaire en Arménie, nous disant que c'était merveilleux, c'était beau, c'était grandiose. Je regrette, nous, chirurgiens dentistes de l'UMAF, nous sommes opposés au tourisme dentaire pour les raisons que je vous ai dit. Ce n'est pas du tout parce que nous risquons de perdre quelque part. On peut dire que le tourisme médical est pas forcément conseillé. Non. Mais si vous êtes obligé de le faire, n'allez pas en Hongrie ou ailleurs, allez en Arménie. Voilà, on peut, oui. Alors ça, c'est un autre problème. Le problème, c'est que Frédéric, il est dentiste, moi je suis médecin. J'ai quand même quelques Arméniens dans mes patients. J'ai quand même vu quelques belles catastrophes, hein, des gens avec des abcès, des choses. Et quand je leur dis ça a été fait où, alors c'est pas seulement en Arménie, hein, parce que j'en ai beaucoup qui vont faire ça en Turquie aussi. Et c'est vrai que nous, c'est ceux-là qui ont des problèmes. Hein donc c'est peut-être ceux-là qui ont des problèmes. Mais moi, je veux dire, je suis un peu choqué par certaines choses. Je dis quand dans mes visites à l'hôpital, je vois qu'il y a la queue. Et on soigne, je vais dans un service de réa où c'est pas transcendant et que je vois en bas 20 filles avec des masques sur le nez, on leur a fait de la chirurgie esthétique. Je me dis quand même qu'il y a plus de choses importantes que de faire de la chirurgie esthétique. C'est vraiment devenu, il y a plus de monde qui va faire de la chirurgie esthétique que de la vraie chirurgie. Voilà, c'est un peu le paradoxe. Et le paradoxe, c'est peut-être parce que la médecine en Arménie a été mise dans les mains de privés. Alors, avant de terminer cette émission, je voudrais quand même, docteur Chahinian, que vous nous donniez
quelques chiffres, parce que quand on dit depuis 30 ans l'UMAF est actif en Arménie, qu'est-ce que cela représente en équipement, en voyage, en ressources je vais vous dire, c'est pas compliqué. J'ai chiffré un petit peu hier en me disant depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on a pu investir en Arménie entre le matériel, les voyages, etc. Je suis arrivé à une somme qui m'a étonné parce que je suis arrivé pratiquement minimum à 4 millions d'euros. Parce que le budget annuel est de minimum 80 à 100 000 euros par an. Regardez ça sur 30 ans, plus là-dessus on compte pas les voyages, on compte pas le matériel de récupération. Je vous dis, quand j'ai regardé hier avec notre poche déjà. Voilà, et ce qu'on met aussi financièrement nous, mais c'est minimum 4 millions d'euros. Alors, ce sont des petits grains de sable qu'on a mis depuis 30 ans, et j'en parlais avec mes confrères, et je disais, c'est vrai qu'on n'a pas mis un hôpital avec, ou un centre avec écrit en gros UMAF, parce que c'est pas notre truc. C'est pas notre truc de dire nous on est en avant. Je vais pas mettre un truc UMAF avec docteur Michel Chaignan, etc. qui a donné autant. Bon, c'est pas notre truc. Nous, on a fait un travail de fourmi depuis maintenant plus de 30 ans. Un travail de fourmi qu'on continue à faire. C'est pas toujours visible. On n'a pas, je vous dis, un hôpital spécifique fait par nous. On n'a pas de subvention. Par exemple, il y a des gens qui ont ouvert des hôpitaux, des choses avec des subventions du conseil régional de PACA, etc. Nous, on n'a aucune subvention. Les seuls apports financiers, ce sont ceux que nous on donne et que nos adhérents et surtout nos amis le jour du gala alors nous apportent. justement, le 23 février au Westin Paris Vendôme, c'est votre traditionnelle soirée pour passer un bon moment. On passe un bon moment, on essaye de satisfaire les gens, c'est très beau le Westin, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais bon, c'est magnifique, mais notre but c'est pas seulement de faire ça. On veut toujours faire quelque chose d'un haut niveau. Et c'est pour permettre aux gens, quand ils viennent là, ils savent quand ils viennent là. J'ai eu des fois quelques petites réflexions. Monsieur Chaignan, quand on vient chez vous, il y a une enveloppe avec votre nom. On fait pas de tombola, on fait pas de choses comme ça. On sait quand on va à l'UMAF, il y a une enveloppe avec son nom. On donne un don. Il y a d'autres associations. Je vois Henri en face qui fait la même chose. Mais voilà, il y a d'autres associations. On sait quand on va dans ce genre d'endroit, ça coûte un petit peu, mais vous savez, on fait des SERFA, on retire 66% sur vos impôts, et puis savoir, moi, à la fin de l'année, quand je regarde, je vois ce que j'ai donné, je me fais plaisir. Je me dis, j'ai pas travaillé pour rien cette année. Je suis content. Ça va aider certaines personnes en Arménie. Mais c'est vrai que pour tourner, mon trésorier qui est en face, à Kies, c'est 80 000 à 100 000 euros. Et ça augmente parce que cette année, par exemple, le dispensaire a coûté plus cher parce qu'il faut augmenter le personnel. Nous, on rémunère très bien notre personnel. Notre dentiste qui travaille dans le bus dentaire est très très bien payé parce que on veut de la qualité, on veut pas faire de la sous-médecine. Donc tout ça coûte cher et nous coûte, je vous dis, entre 80 et 100 000 euros par an. J'ajoute que le prix du billet pour le bal ne couvre pas aucun autre frais. Voilà, quand les gens payent 150 euros pour le billet d'entrée, ça couvre juste les frais de restauration, etc. Le reste, on gagne pas d'argent sur ce genre de billets. Et puis, Chabot parlait des billets. Notre budget voyage a augmenté parce que les billets pour l'Arménie, malheureusement, coûtent très très cher. C'est quelque chose de dingue, mais aller en Arménie coûte cher. Bon, sur place, on se débrouille, il n'y a aucun problème. Chacun y met du sien. Mais c'est vrai que ce sont des voyages qui coûtent cher. Normal, on peut aller au Japon avec le prix du voilà. Et on parlait de... Mais quand vous savez que vous partez en mois d'août tous les ans, si vous prenez vos billets par avance, oui. Je peux vous dire que même en les prenant à l'avance, je viens de les prendre, Oui, les billets oui, sont fois, actuellement pour aller en Arménie au mois d'août, le billet est entre 700 et 800 euros Oui, moi, en direct. On passe par l'Ukraine. Voilà, on passera par l'Ukraine. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc on a besoin des médecins. On a besoin. Alors, est-ce que au BAL, vous faites appel aussi aux jeunes médecins arméniens pour venir, pour vous découvrir, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui sont dans le métier et qui vous connaissent pas, ils savent pas comment venir, que faire, ils voient des personnes un peu plus âgées par rapport à leur génération. Il y a pas le la relève, est-ce qu'elle est assurée? L'UMAF, heureusement, il n'y a pas que le BAL. On a quand même une réunion mensuelle où on fait venir il y a une réunion le 15 février, on va faire une réunion sur l'implantologie. Là, on envoie des mails à tout le monde. Les jeunes médecins qui veulent venir, il n'y a aucun problème, on les reçoit. Je vous dis, on les reçoit très bien. Et les jeunes qui viennent, on leur montre ce qu'on fait. Ils sont même invités les premières fois.
La seule différence entre il y a 30 ans et maintenant, c'est qu'il y avait beaucoup plus de jeunes médecins arméniens que maintenant. La médecine est en train de changer aussi en France. Et malheureusement, il y a plein de jeunes arméniens qui ont commencé à faire des études de médecine. C'est tellement dur de réussir. Plus il y a un système qui a changé en France, c'est le système de l'internat, qui fait que quand vous réussissez votre internat, avant vous restiez sur Paris et on récupérait ces gens. Maintenant, ceux qui réussissent l'internat sont dispatchés. On a des médecins arméniens que je connais très bien, qui sont partis à Lille, des jeunes, et on les voit plus parce qu'une fois qu'on est à Lille, on les voit plus. En tout cas, la question de la santé, elle est très importante pour l'Arménie. On voit depuis quelques semaines d'ailleurs que le nouveau jeune médecin de la ministre de la Santé d'Arménie est très apprécié. Tous les jours, tous les 2 jours, il nous sort avec une nouvelle décision. La gratuité ici, les mammographies dans les régions là, les opérations de cœur ou de cancer qui sont aussi prises en charge par l'État. Donc il y a de belles choses qui arrivent en matière de médecine et espérons que ça va aller dans ce sens et plus profondément encore. En tout cas, nous sommes les soutiens de l'UMAF et nous souhaitons que beaucoup de nos auditeurs aillent à votre soirée pour vous encourager dans vos actions. Donc ça se passe le 23 février au Westin Paris Vendôme. Comment on fait pour avoir sa place? C'est pas très compliqué. Il suffit d'appeler. C'est ma femme qui gère beaucoup ça. Donc, il y a un numéro de téléphone sur le site de l'UMAF. Oui. Il suffit de se mettre sur le site de l'UMAF. Alors, quel est le site de l'UMAF? Alors, c'est www.umaf.fr. On peut pas faire beaucoup plus simple. Voilà. UMAF, UMAF, Union des médecins arméniens de France. Union médicale arménienne de France. Union médicale. .fr et toutes nos activités sont dessus. Voilà. Le site est régulièrement mis à jour. Très bien tenu par Frédéric Manoukian. Merci Michel Chaignan. Oui. J'espère qu'on fera une réunion, une autre petite réunion, une autre émission comme ça dans quelques temps. Comme je vous disais, on va aller à plusieurs reprises en Arménie. On va se remettre en contact avec le ministère de la Santé et on vous apportera certainement d'autres réponses dans l'année qui vient. Avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup de votre présence, messieurs. Merci. Donc, Michel Chaignan, Pierre Oignan, Jean-Pierre Kibarian et Frédéric Manoukian. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Carte sur table. Une émission proposée. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.